Monsieur Betty. Il a 80 ans. Il est d'origine tunisienne, psychotique délirant. Il a depuis longtemps été hospitalisé à plusieurs reprises à l'hôpital Édouard Toulouse à Marseille. Il vit dans le parking du Centre-Bourse, près du Vieux-Port. Il a un nom de rue, Monsieur Betty. Il nous a livré son véritable patronyme, il y a seulement quelques mois, lors de la visite d'une assistante sociale du consulat tunisien. Je l'ai rencontré là, avec un médecin bénévole de la mission, dans son lieu d'habitation, avec ses matelas, ses cartons et ses vêtements pendus. J'ai toujours pensé que Matisse en aurait fait un merveilleux tableau. Je me souviens m'être approché de lui et qu'à ce moment-là... Bonjour Marie-France. Très ému et inquiète à la fois, je reste sans voix. Comment sait-il mon prénom? Je l'interroge du regard. Tu ne te rappelles pas de moi? Tu étais au pavillon 9 à l'hôpital Édouard Toulouse. Tu étais toute jeune. Et maintenant, tu es une belle femme. Il me ramène brusquement 35 ans en arrière, alors que j'avais 20 ans et que je travaillais comme infirmière de secteur psychiatrique. Ce fut un moment d'une grande force. Dès lors, M. Betty est devenu une personne importante pour moi. Est-ce là que s'élabore le transfert et le contre-transfert? Toutes les semaines, j'irai le rencontrer avec une collègue de la mission. Nous parlerons beaucoup ensemble de sa vie, de ses inquiétudes, quant à son avenir, à son devenir, à son avenir. Il nous invitera à nous asseoir sur ses cartons, près de lui, et me demandera de lui acheter manteau, pantalon, cigarettes, thé. Je ne peux rien lui refuser. Et à qui d'autre pourrait-il demander? Me rétorque Pierre de Lyon, à qui je parle de cet homme. Tu es sa greffe des transferts. Et pourquoi refuser? Et depuis quelque temps, les personnes de la rue du centre-ville de Marseille sont de plus en plus malmenées par les services de la voirie et de la police. À plusieurs reprises, M. Betty s'est retrouvé sans rien. Ses affaires étaient prises et jetées dans une benne. Bien sûr, lors des maraudes très tardives, nous lui apportons matelas, couverture, de quoi manger. Mais il est très malheureux. Il ne comprend pas pourquoi, après 25 ans dans ce lieu, on veut l'en chasser. C'est ma maison, dit-il. Il ne restera qu'une nuit dans le lieu d'hébergement que nous lui avons proposé pour retourner au parking. Il est très triste. L'inquiétude m'envahit et nous en parlons en réunion d'équipe avec Michel Benaïm. Et la nuit suivante, je rêve de M. Betty. En rêve, je maraude avec une ancienne collègue qui avait fait un rapport de stage sur les personnes vieillissantes dans la rue. Et dans mon rêve, elle a une très bonne relation avec M. Betty. À mon réveil, j'ai l'impression d'avoir trouvé une solution. La collègue dirige maintenant une maison de retraite à Saint-Jean-de-Dieu, à Marseille. Après en avoir parlé avec M. Betty, je l'appelle pour évoquer avec elle la possibilité d'une intégration. 2 jours plus tard, nous obtenons une réponse positive. M. Betty sera accueilli très chaleureusement. Il a une grande chambre, de très bonnes relations avec les soignants et les résidents. À notre grande surprise, il ne demande pas à sortir. Nous continuons, avec ma collègue de maraude, à aller le voir toutes les semaines. Nous lui apportons des fruits, des cigarettes, de l'argent. Tout cela prélevé bien sûr sur la ligne budgétaire de la mission, comme toujours. D'autres collègues de la mission vont le rencontrer et nous continuons à parler avec de M. Betty dans nos réunions de mardi. Un jour, lors d'une visite, il me dit « Marie-France, reste avec moi. Habite ici, je te donne mon lit. Moi, je couche sur une couverture, par terre, près de toi. » J'ai reçu cette demande comme un très beau cadeau. Cette relation avec M. Betty, c'est un travail de 10 ans, à la fois clinique, d'accompagnement, d'engagement, d'inquiétude, de colère, d'incompréhension de cette société d'exclus. Un travail de rue à articuler avec celui qui se fait dans les établissements de soins. Car ces personnes sans abri, bien souvent souffrant de psychose, sont souvent aussi exclues des hôpitaux psychiatriques de la ville. Manque de lits, liste d'attente interminable pour obtenir un rendez-vous au CMP. Par exemple, lorsqu'on est à SDF et que l'on arrive aux urgences déjà débordées, que l'on pue, que l'on a la gale, que l'on pose problème aux autres patients qui attendent aussi, après 5 heures d'attente, à la question de l'urgentiste « Vous voulez rester ?» Évidemment que la réponse sera non. Et l'on se retrouvera à la rue, sans soin.
peux témoigner d'une prise de conscience du travail tel qu'il nous a été demandé dans ce monde insoutenable. Jean Houry lançait parfois... Foutez-nous la paix et laissez-nous travailler. Je me rappelle aussi Hélène Chéniaud, lorsque, lors d'une formation dans le service de psychiatrie où je présentais un cas clinique, elle m'a dit: Marie-France, laisse-toi hospitaliser par le patient. Cette phrase m'accompagne toujours. Le gardien du troupeau. Oiseau tranquille au vol inverse, oiseau qui nidifie dans l'air. Guillaume Apollinaire. Marie-Hélène gare sa voiture dans le parking du centre Bourse, au cœur de Marseille, entre Belzunce et le Vieux-Port. C'est dans le parking de ce temple de la consommation que nidifie M. Betty comme un déchet tout puissant. Marie-Hélène apporte un paquet de marrons chauds à M. Betty. Joséphine lui apporte des gauloises achetées dans un bureau de tabac précis, car les autres ont un goût de paille et risquent d'être empoisonnés. La marchande du bureau de tabac sait très bien pour qui sont les cigarettes que Joséphine achète. Lorsqu'elle n'a plus de gauloises pour le monsieur, elle indique à Joséphine où on peut en trouver et elle ajoute: vous lui direz pas d'où elles viennent, il aime que les miennes. Monsieur Betty fait partie de la vie du quartier, qui ne s'en réveillerait pas s'il venait à disparaître. Aussi, tout un réseau de solidarité s'est-il organisé autour du monsieur. Monsieur Betty sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Ce n'est pas parce qu'il vit dans la rue qu'il accepte tout ce qu'on lui donne. Il refuse ce qui ne lui convient pas. Il aime qu'on lui apporte un café de chez le bar tunisien, un thé à la menthe de telle ou telle buvette bien précise. Lorsqu'on lui apporte des gâteaux achetés à la pâtisserie marocaine, il y jette un œil et nous explique qu'il ne mange que des galettes que lui donne l'épicier de la rue d'à côté. Monsieur Betty sait ce qu'il veut et il veut être là. Et le délire de Monsieur Betty embarque tout le monde. Qui est cet étrange bonhomme doté d'aussi puissants pouvoirs? Monsieur Betty est un petit monsieur emballé dans plusieurs manteaux passés les uns sur les autres. Il est assis sur le trottoir qui borde la rampe d'accès du parking souterrain. Les voitures passent à 30 cm de son nez alors que la pluie bat le bitume à quelques mètres de lui à l'entrée du parking. De l'autre côté, le long de la rampe de sortie, un édifice de cagettes et de cartons retenus par des panneaux de signalisation de chantier marqués « Chantier interdit » constitue le nid de M. Betty. C'est là qu'il va se recroqueviller dans sa couverture lorsque la nuit et le froid tombent, dans le tournant de la voie à l'orée du parking, de façon à avoir les étoiles à portée de vue. « Je suis né de la mer », dit M. Betty. Et nous le croyons, car avec les ongles immenses qui prolongent ses doigts tordus et lisses, jaunis et par endroits brûlés, noircis par les cigarettes, M. Betty pourrait-il être né autrement, pourrait bien être né autrement que nous autres? Pourquoi pas de la mer? Ou d'une plante avec des épines comme ses ongles? Monsieur Betty joue à s'entortiller les doigts dans des anneaux de métal. C'est pour cela que ses mains semblent sorties d'un terrible accident sans pour autant avoir perdu la beauté des branches. Un jour, les médecins ont dû lui amputer un doigt. Il a fallu trancher car l'entortillement était inextricable et surtout un des doigts écorchés avait fini par pourrir. Son discours, c'est comme ses ongles longs et tordus. Un système de défense mis en place contre le monde. C'est un discours ongle. Normal que ça gratte. Marie-Hélène est bénévole à Médecins du Monde depuis 3 ans. Elle rend visite à M. Betty tous les mardis. Ils échangent quelques mots. Elle l'écoute, sans interrompre son délire autrement qu'en le faisant parfois buter lorsque le petit monsieur semble s'y enfermer plus que de coutume et que l'angoisse revient dans ses paroles. Une angoisse qui remonte peut-être à l'incendie auquel il a survécu dans l'hôpital Édouard Toulouse. Monsieur Betty accueille les marrons chauds comme un présent naturel. Ce n'est pas que ça lui est dû, c'est qu'il est prêt à accepter ce qu'on lui donne.
comme les rats acceptent les morceaux de salade dont il les nourrit. Mais il n'accepte pas n'importe quoi. Il sait refuser ce dont il n'a pas envie. Il demande juste combien Marie-Hélène les a payés. 3 €. La sentence tombe, implacable. C'est des voleurs. À Noël dernier, M. Betty avait dû être hospitalisé. Marie-Hélène était allée lui rendre visite et avait entendu qu'il était friand de marrons chauds. Elle lui avait apporté des marrons glacés, croyant que les marrons seraient suffisants. Mais lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, M. Betty s'était enfui. Marie-Hélène savait où le retrouver, à l'entrée du parking, dans son antre. Marie-Hélène est arrivée avec ses marrons glacés dans la nuit glacée de Noël. Mais M. Betty allait la congédier avec mépris. Non, il ne voulait pas de ça, des marrons glacés. Marie-Hélène explique, nous sommes des passeurs, pas des donneurs. Une des choses les plus terribles dans la rue, c'est que la rue épuise les gens de leur désir. Le désir, ce n'est pas ce à quoi je tiens, c'est ce qui me tient. La rue est comme un système concentrationnaire. Les gens apprennent à ne plus demander, à ne plus refuser. À Marseille, la mission Sans-Abri de Médecins du Monde est nourrie par toute une culture et une pratique de ce qu'on a appelé la psychothérapie institutionnelle, dont le psychiatre François Tosquelles est une des figures tutélaires. Et Marie-France a été formée par Jacques Tosquelles, fils de Tosquelles. On me racontera plus tard l'histoire de ce petit E qui devient petit A. Les maraudes qu'effectuent chaque matin les volontaires de la mission n'ont pas d'autre but que d'apporter du lien, ce que Édouard Glissant appelle la relation. De l'écoute plutôt que des sandwichs et des couvertures. Soigner, plus dans le sens de prendre soin que de faire juste des pansements, des piqûres et administrer des médicaments. Les sans-abri savent qu'ils peuvent se faire soigner au centre d'accueil, de soins, d'orientation de Médecins du Monde. Mais les maraudeurs sont là d'abord pour écouter, prendre des nouvelles et échanger des paroles. Rappeler à ceux qui vivent à la marge qu'ils font toujours partie de la communauté des humains. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, qu'ils apportent à manger et de quoi se couvrir, si c'est ce que la femme ou l'homme de la rue qui vit à la rue demande. Monsieur Betty semble être un des piliers secrets de la communauté humaine du cours Balzans. Le vendeur du bureau de tabac nous dit, citant Pessoa sans avoir l'air de le savoir, il vit avec son petit foutoir, c'est le gardien du troupeau. Monsieur Betty. Monsieur Betty. Monsieur Betty. Monsieur Betty est connu des bénévoles de Médecins du Monde depuis au moins 20 ans. Toléré même par l'agence de prise en charge du parking, sa présence est un mystère. La psychiatrie n'a jamais réussi à venir à bout de sa psychose. En revanche, le quartier l'accueille et il a trouvé, au milieu des voitures, au pied du temple de la consommation, une place où se loger. Le serveur d'un des cafés environnants l'a toujours connu là depuis son enfance. Monsieur Betty a survécu à la rue et à toutes ces tempêtes, aux chantiers incessants qui bousculent Marseille, et même au récent arrêté municipal anti-mendicité qui s'inscrit dans la politique d'éradication de la pauvreté au centre-ville. Une cité ne doit-elle pas accepter ses habitants inattendus qui ne cherchent pas des appartements mais des coins de ciment, des bouts de pont, des angles de porte, des poubelles, des abribus, des rails ou des bouches d'égout? Ici, pour l'heure, la peur des pauvres semble déterminer la politique de la ville. Un récent recensement montre que sur 400 fontaines publiques d'eau potable, une seule fontaine reste accessible à quelqu'un qui voudrait remplir sa bouteille. Toutes ont des robinets trop longs pour qu'on puisse glisser une bouteille dans l'évier et la remplir. Mais c'est sans compter sur les ressources des professionnels de la vie en milieu urbain que sont les Roms, qui s'équipent de tuyaux pour contourner les trucs et astuces des designers. La municipalité serait peut-être rassurée de voir tout le monde rentrer chez soi, sauf que la rue est un lieu d'habitation à part entière pour toute une population interstitielle. À la mission sans-abri, on ne pense pas forcément que le relogement des sans-abri soit toujours une priorité absolue. Monsieur Betty hésite parfois
lorsqu'on lui propose les soirs de grand froid une nuit d'hôtel. Il hésite, mais il refuse. Il n'aurait pas le ciel à portée des yeux, et il sait au fond de lui que cela lui serait fatal. Toutes les expériences prouvent que le retour dans un foyer est terrible pour la personne qui s'est adaptée aux exigences de la rue. Toutes ces personnes ont eu des vies antérieures et que le retour au foyer réactive des souvenirs, des traumatismes, des regrets. En quelques mois, les gens se fondent, foudroyés par des troubles cardiovasculaires, des cancers. Avec la mise à l'abri du corps, les mécanismes de défense souvent s'effondrent. Il s'avère alors que l'exposition du corps aux dangers de la rue était une tentative de mise à l'abri du psychisme par la mise en danger du corps. Le psychisme est ainsi mis en état de glaciation, et la glace fait armure. La décongélation rend l'individu très vulnérable. Il se pense mis à nu, sans aucune défense contre ce qui le menace de l'intérieur. Raymond témoigne. Le seul travail efficace, c'est de tisser des liens. Les maraudeurs s'engagent dans les fils de la trame psychique qui constitue le grand métier à tisser de la souffrance, qu'est la rue. Et ils font la navette pour réparer les accros. Concernant ces hommes et ces femmes collés à l'asphalte, le logement n'est pas essentiel. Le problème remonte à trop loin dans leur vie et parfois dans la vie de la société, dans l'histoire et dans l'économie. Il s'agit seulement de renouer les liens. Parfois, lorsqu'on arrive à créer un déplacement par rapport à l'asphalte, on va créer un déplacement psychique. Ils vont pouvoir commencer à nous parler de souffrances enquistées depuis des années. Une femme du quartier apporte un thé à la menthe à monsieur Betty. Elle l'appelle docteur. Elle nous explique que le pauvre monsieur était docteur, avant de lui demander s'il a faim. Il répond comme un roi capricieux que non, il lui a déjà dit qu'il n'avait pas faim. La dame s'en va en le saluant. Bonne nuit, docteur. Une autre dame apporte une assiette de couscous que monsieur Betty accepte. Chacun vient avec ses offrandes au bonhomme qui ne se laisse pas assujettir par les dons. Que veut nous dire monsieur Betty lorsqu'il nous dit « Je suis le chef de la Croix-Rouge » ? 29 octobre 2018. J'apprends aujourd'hui la mort de monsieur Betty. Cette nouvelle est frappée d'un caractère d'irréalité, tant cet homme réduit à la chair minimum, hérissé de cheveux et d'ongles poussés en spirale de cornes, est pour moi resté dans son nid de cagettes et de duvet à l'orée du parking du centre-bourse, pour toujours. C'était Marie-France qui me tenait au courant du destin de cet homme qui aura marqué ma vie, comme tous ceux qui l'ont rencontré, car il avait la dimension d'un mythe, voire d'un dieu, le dieu du parking. Marie-France était l'officiante de ce culte, et non pas la prêtresse, car il n'était pas question d'adoration, mais de cette façon si particulière d'honorer le mystère que constitue le soin. Marie-France avait eu l'occasion de s'occuper de ce monsieur alors qu'elle était une jeune infirmière. Et des années plus tard, lorsqu'il l'avait retrouvé dans la rue, c'était lui qui l'avait reconnu. Comme dit Raymond, les gens de la rue savent vous scanner et vous gardent en mémoire, inscrits à même le métal de leur conscience trempé dans l'eau glacée. Pendant une quinzaine d'années, tous les mardis, avec les maraudeurs de la mission, Marie-France allait rendre visite à cet homme dont il ne s'agit pas de dire qu'il était son ami. C'était une présence, habitant un endroit de passage, d'un lieu public, un espace entre le bitume de la chaussée, les ciments de murs et le fluo des tubes d'éclairage qui maintient hors de la nuit cet espace où les voitures reposent. Marie-France n'était pas l'esclave d'un délire de charité compassionnelle. Elle explorait au contraire comment cet homme incarnait en sa chair les membres d'une famille exterminée dans le camp de concentration. Lorsque le monsieur n'était pas là, qu'il était parti œuvrer dans d'autres territoires, c'était tout le quartier qui se sentait abandonné. Le marchand du bureau de tabac, autant que le pâtissier ou le vendeur de kebab, éprouvaient un malaise qui n'était pas fait seulement d'une inquiétude pour cet homme sans âge dont la vieillesse ne s'apparentait en rien à la fragilité. Au contraire, c'était pour eux-mêmes, c'était pour l'équilibre du quartier qu'ils s'en faisaient. Ces dernières années, Marie-France sentait la fin du petit Dieu arriver.
Elle était hantée à l'idée qu'il meure dans la rue. Ces derniers jours, Marie-France s'est rendue à son chevet et elle s'est tenue auprès de cet inconnu qu'elle connaissait pourtant depuis presque une vie. Qu'est-ce que connaître quelqu'un? Elle l'a donc accompagné dans les derniers moments. Elle lui a passé de la musique, une chanson d'Idir, et l'homme qui était dans le coma a réagi à la langue arabe. Car il avait été cela un jour avant. Un homme qui a une histoire, une origine, un métier et même une famille. Marie-France avait remonté la piste et reconstitué le puzzle de sa vie. L'interne qui était présente dans la chambre a été profondément émue par la présence de Marie-France et lui a dit qu'elle l'admirait. Ce que je fais, c'est normal, lui a dit Marie-France. C'est quoi ça, être normal? Sur quel seuil cet homme a-t-il mis les personnes qu'il a rencontrées? Cette personne sacrée, cet homme passé au-delà de l'humain pour nous indiquer quelque chose de ce qui est possible d'être pour être un peu humain, est morte dans la nuit. Marie-France est frappée par la surprise que son attachement à cette créature produit chez les autres, comme si cette surprise était celle de la reconnaissance, cette reconnaissance qu'on éprouve à la vue de ce qui survient.